à Marcel Proust. Le fils de famille aisée, qui, en raison de son talent, ou même simplement par faiblesse, choisit l'une de ces professions qu'on appelle intellectuelles, dans les lettres ou dans les arts, n'a vraiment pas la vie facile, au milieu de ceux auxquels on donne le nom déplaisant de collègues. Ce n'est pas seulement qu'on jalouse son indépendance, que le sérieux de ses intentions est mis en doute et qu'on soupçonne qu'il a partie liée avec les pouvoirs en place. Cette suspicion qui pèse sur lui n'est certes pas exempte de ressentiment. Cela dit, il faut bien reconnaître qu'elle se trouve le plus souvent confirmée. Mais en fait, c'est ailleurs que se situent les véritables résistances. Les activités qui prennent pour objet les choses de l'esprit sont entre-temps devenues elles-mêmes des activités pratiques, où il règne une stricte division du travail, avec ses différents secteurs et un numerus clausus. Celui qui a son indépendance matérielle et qui a fait ce choix d'une profession intellectuelle par aversion pour les activités méprisables qui rapportent de l'argent, celui-là ne sera guère enclin à accepter qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi il sera pénalisé. Ce n'est pas un professionnel. Dans la hiérarchie des concurrents, il fera figure de dilettante, quelles que puissent être ses compétences. La sectorisation de la vie intellectuelle est un moyen de la supprimer là où elle ne fait pas l'objet d'une activité par commande ou professionnelle, ex officio. Et ce moyen est d'autant plus efficace que celui qui rompt avec la division du travail, ne fût-ce que dans la simple mesure où il prend plaisir à son travail, prête le flanc à la critique dès lors qu'on le mesure aux critères de cette division du travail, alors que ses points faibles sont inséparables de ses points forts. Ainsi, l'ordre est assuré. Les uns rentrent dans le jeu parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et ceux qui pourraient faire autrement, ils sont tenus à l'écart parce qu'ils se refusent à rentrer dans le jeu. C'est comme si la classe sociale qu'ont déserté les intellectuels indépendants prenait sa revanche en imposant la contrainte de ses exigences, la même où ces déserteurs ont cherché refuge. Théodore Adorno, Minima Moralia. Theodor Wiesengrund Adorno est né en 1903 à Francfort-sur-le-Main et mort en 1969 pendant ses vacances en Suisse. Entre ces deux dates, une vie qui est intimement liée à celle de l'école de Francfort, école qui est plutôt une sorte de nébuleuse de têtes pensantes qui se regroupent dans les années 20 pour former le fameux Institut de recherche sociale. C'est là, à Francfort, que grandit Adorno, dans une famille aisée. Adorno, renvoyant à sa mère musicienne aux origines corses, et Wiesengrund à son père, de son métier marchand de vin, issu d'une famille juive. Les photos montrent un adolescent au regard mélancolique, à l'élégance naturelle. Si cet enfant unique et précoce, frühreif, il le doit sans doute au sentiment de ne pas avoir à perdre du temps. Sa première thèse, écrite sous les auspices du néo-kantien Hans Cornelius, est faite en 3 mois. Il a 21 ans. Avec sa deuxième thèse, dite d'habilitation, en 1927, qu'il ne présente pas finalement, s'amorcent les premiers pas d'une critique rationnelle de la philosophie irrationaliste de l'inconscient, où se trouvent les traces d'un Husserl, Weber, etc. C'est l'année de Sein und Zeit, être et temps de Heidegger. Mais sa passion première, la musique, le conduit entre ces deux dates à Vienne, lieu qui nourrit l'articulation entre musique et philosophie, entre art et philosophie.
Marc Géminez. À vrai dire, si l'on en croit Adorno lui-même, ce qu'il a pu dire sur son enfance, il est vrai qu'il a été initié à la musique très jeune, mais il a eu très tôt deux passions simultanées, on peut dire. D'une part la musique et d'autre part la philosophie. Alors, c'est vrai que sur la passion pour la musique, elle s'est concrétisée d'une part par une pratique de compositeur, d'autre part par le désir d'être initié très très vite ce qu'on pourrait appeler les révolutions musicales, et notamment celles qui avaient lieu à Vienne, avec ce qu'on appelle l'école de Vienne, avec Berg, Schönberg et Webern, et il a eu le désir, au milieu des années 20, donc vers 1925-26, d'aller à Vienne étudier précisément la composition musicale avec Alban Berg. Et il est très certain qu'il a perçu, ou il a conçu que ce qui se passait dans le domaine de la musique, dans cette remise en cause de la tonalité traditionnelle musicale, il y avait là comme une sorte de modèle de ce qui pouvait se passer pour les arts. C'est une sorte de bouleversement formel pouvant engendrer, pouvant donner naissance à une modernité, si on peut dire, une nouvelle modernité dans le domaine des arts. Alors cette fois-ci, pas seulement en musique, mais dans le domaine de l'art en général. Frühling, printemps, extrait du cycle de lieder composé par Theodor Adorno, avec Theodor Adorno piano, Carla Helmius soprano, enregistré le 3 juillet 1959 à Darmstadt. Septembre 1967, rencontre internationale de Genève, Theodor Adorno. Il nous faut interpréter le processus de la dislocation des frontières entre les arts. Ce processus s'affirme avec le plus de vigueur là où il prend naissance de façon immanente de l'intérieur même d'un art. Certes, il est indéniable que plus d'un artiste jette un regard oblique d'un côté ou de l'autre. Quand, par exemple, des compositions musicales empruntent leur titre à Paul Klee, on objectera qu'elles ne revêtent qu'un caractère décoratif, ce qui est tout le contraire de la modernité dont elles voudraient se targuer de la sorte. Des tendances de ce genre sont-elles répréhensibles? Pas autant que se plaît à le croire une indignation déjà routinière contre un soi-disant snobisme. Ce sont ceux qui restent immobiles, qui se moquent le plus volontiers des suiveurs de la mode. En vérité, ils visent les devanciers. Être immunisé contre l'esprit d'époque n'est pas en soi un mérite. Il est rare que cette attitude négative annonce une résistance. La plupart du temps, c'est du provincialisme. Même sous l'aspect médiocre de l'imitation, le besoin d'être moderne est une parcelle d'énergie productive.
Adorno s'est trouvé devant, on peut dire, à la fois sur le plan politique, sur le plan esthétique, alors notamment à travers la musique, à travers l'explosion, on peut dire, et l'efflorescence, aussi l'explosion des arts à cette époque-là, véritablement en présence on peut dire, de nouveaux modèles esthétiques. C'est-à-dire il y a une autre manière de penser. Par exemple, le rapport à la modernité, le rapport à l'avant-garde, le rapport avec l'art, tout simplement, l'art qui, d'un seul coup, prend une importance tout à fait capitale. C'est-à-dire, on ne peut plus composer comme on composait au siècle dernier, on ne peut plus écrire en littérature, on ne peut plus composer de romans unitaires comme selon la tradition bourgeoise du XIXe siècle. Sur le plan pictural, même si le domaine de la peinture n'était pas au premier plan des préoccupations d'Adorno, il s'est trouvé évidemment face à face, on peut dire, avec les lendemains du mouvement sécession. Autrement dit, devant une multiplicité de phénomènes auxquels il devait nécessairement réagir, et qui se retrouve beaucoup plus tard dans son esthétique. Au centre de ces modèles esthétiques, probablement y a-t-il la notion du fragment ou du fragmentaire. C'est-à-dire cette idée qu'au début du XXe siècle, toute pensée de la totalité, de l'universalité, de la permanence d'un certain nombre de certitudes, notamment alors sur le plan des conventions esthétiques, tout ceci était désormais menacé. Et qu'on allait très probablement assister à un bouleversement des différentes données, dont l'art et la création artistique étaient en quelque sorte le paradigme, enfin le modèle, l'exemple. Et cette idée, je pense, va se retrouver beaucoup plus tard lorsqu'Adorno composera la théorie esthétique. Si je ne fais erreur, les artistes qui transforment la peinture en espace sont à la recherche d'un équivalent du principe d'organisation formelle qui s'est perdu lorsqu'a été abandonnée la perspective. Semblablement, les innovations musicales qui ont malmené le stock des ressources traditionnelles tenues d'avance pour de la musique ont été provoquées par la perte de la dimension de profondeur liée à l'harmonie et au type formel connexe. Ce qui abat les bornes des différents arts est mis en mouvement par des forces de l'histoire qui sont éveillées à l'intérieur des limites pour les submerger par la suite. Je crois qu'Adorno est tout à fait dans cette situation d'être à l'affût de ce qui va se passer. Il entre de plein pied dans ce mouvement de l'avant-garde viennoise. Et très très tôt, quand il est arrivé à Vienne, il s'est mis en devoir de prendre la rédaction en chef d'un ouvrage musical d'avant-garde dans lequel on défendait bien évidemment les théories et les conceptions musicales de l'école viennoise, pour bien montrer que l'avenir était vers ce qu'on était incapable de définir à l'époque, bien entendu, mais en tous les cas, c'était une manière de se prémunir de tout retour au passé. Une autre, dans ces rencontres viennoises, il y a quelqu'un que l'on se doit de mentionner, qui est Karl Kraus, c'est-à-dire le journaliste. C'est qui, très probablement, Adorno va puiser là, je dirais une inspiration, j'hésite à parler de modèle, surtout en l'occurrence, mais une inspiration d'ordre littéraire, plutôt même de l'ordre de l'écriture, une écriture très, très fragmentée ou fragmentaire, aphoristique, qui ne va plus se dérouler de façon très très rigoureuse, enfin sous la forme d'un traité, mais qui va procéder, je dirais, par fulgurance, comme pour casser ou briser le discours social un peu convenu, faire surgir des images, une écriture suggestive. Là où des frontières sont violées, la peur du métissage s'éveille aisément et s'accompagne d'une réaction de défense. Ce complexe s'est exprimé de façon pathologique dans le culte national-socialiste de la race pure et dans le dénigrement des hybrides. On déclare décadent et divergondé
tout ce qui ne se soumet pas à la discipline de zones établies une fois pour toutes, bien que ces zones ne soient pas d'essence naturelle, mais d'origine historique. Aujourd'hui, l'avant-garde prend au mot la question du petit bourgeois, est-ce là toujours de la musique? Il arrive en effet qu'on réponde à cette question par une musique qui ne veut plus en être une. Les divers arts semblent se complaire à une sorte de promiscuité qui enfreint les tabous imposés par la civilisation. Si les contributions critiques d'Adorno dans diverses revues font voir un musicologue accompli, ce n'est pourtant pas la voix d'un musicien-compositeur qu'il choisira. Sa biographie reste assez muette sur l'abandon de son projet d'origine. À Francfort, il s'est lié à ce qui sera plus tard l'école de Francfort, et cela dès sa fondation en 1922, autour d'une première semaine de travail marxiste. Cet institut de recherche sociale, telle est l'appellation à l'ouverture officielle en 1924, doit sans doute sa construction originale à la ville de Francfort. Raccroché à l'université, mais indépendant, il se veut interdisciplinaire et entend par marxisme non pas une théorie de la révolution, mais une méthode scientifique. C'est Max Horkheimer qui préside ces cercles d'intellectuels qui font partie de cette Allemagne de la raison chassée en 1933 par Hitler. Les membres de l'Institut vont en exil. Theodor Adorno, après un séjour à Londres, rejoint Max Horkheimer à l'Institut à New York en 1938. Le contact avec l'Europe reste cependant intense pour venir en aide aux intellectuels tels Benjamin et Krakauer en France et pour leur demander des contributions pour la revue de l'Institut, pour enfin aussi qu'ils puissent obtenir un visa pour les États-Unis. C'est devant cette accumulation permanente de toujours nouvelles catastrophes en Europe que Horkheimer et Adorno rédigent entre 1941 et 1944 leur vaste critique de la raison occidentale, la dialectique de la raison. D'une part, la confusion qui vient brouiller les catégories d'art rigoureusement ordonnées éveille des réactions de peur chez les tenants des valeurs de civilisation. Mais d'autre part, à l'insu des consciences alarmées, la tendance générale se soumet cependant aux courants rationnels et aux valeurs de civilisation auxquelles l'art a participé depuis toujours. Lorsqu'on enterre un homme fortuné, il arrive qu'on dise qu'il a été un ami des arts, Freund der Kunst, et qu'il les a encouragés. Cette formule toute faite permet de comprendre l'impatience de l'art à l'égard de la diversité des arts. Cette impatience s'émeut régulièrement à l'idée non moins répugnante du plaisir esthétique. L'art souhaite n'avoir avec ses amis délicats pas plus de rapport qu'il ne lui est inévitable d'en avoir pour satisfaire ses besoins matériels. My music is not lovely, grommelait Schoenberg à Hollywood, alors qu'un mania du cinéma qui ne connaissait pas sa musique voulait lui en faire compliment. L'art entend se dégager de son aspect culinaire. Cet élément de plaisir gustatif a cessé d'être compatible avec la composante spirituelle, et cela dès le moment où il a perdu son innocence qui consistait dans son intégration et sa fusion au sein du travail de composition. Dans les progrès effectués par la domination du matériau sonore, l'agrément acoustique était devenu une fonction du travail de composition. Mais depuis que l'aspect de gourmandise, l'attrait sensuel, ont fait sécession et ont constitué un bout séparé par l'industrie culturelle,
objet d'une planification rationnelle, l'art se révolte contre toute suggestion à l'égard d'éléments donnés d'avance et qui entravent la structuration autonome de l'œuvre. Adorno dit la raison est totalitaire, ce qui veut dire que dès le départ, elle œuvre en quelque sorte à se soumettre toute chose, et dans ce sens-là, elle se comporte, on pourrait dire, en guerrier. Alors, la question n'a jamais été véritablement tranchée ni par Max Horkheimer ni par Adorno. On a parlé du mouvement de bascule que peut connaître la raison, le processus de rationalité. Disons, pour aller vite, ça peut être le bien et le mal tout à la fois. La grosse question qu'il se pose dans la dialectique d'Aufklärung, c'est finalement de savoir, il y a plusieurs questions. Première question, à quel moment le processus de rationalisation comme lumière se transforme lui-même en mythe et peut devenir, à ce moment-là, totalitaire. Mais il y a une autre question. Et l'autre question, c'est de savoir, est-ce que cette raison est malade dès l'origine ou est-ce qu'elle se pervertit au cours de l'histoire? Est-ce qu'il y a des gènes de malignité qui, dès l'origine, si on peut dire, de la raison, feraient en quelque sorte qu'elle est malade? Auquel cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, nous sommes tous condamnés. Mais je pense que Adorno et Horkheimer étaient plus sensibles à l'idée que on voit apparaître au cours de l'histoire des formes, on pourrait dire, d'exploitation de la raison. Et c'est ce qu'ils vont appeler la raison instrumentale, ou la rationalité instrumentale, c'est-à-dire une rationalité détournée de ses fins. Et on peut relier cette idée au fait que, comme va le faire Max Horkheimer, ou plutôt comme il l'avait fait à l'époque où a paru la dialectique de la raison, Max Horkheimer, en 1937, dans un ouvrage intitulé Théorie traditionnelle et théorie critique, avait mis en cause le projet de Descartes. Ce projet, évidemment, qu'on peut rappeler brièvement, qui clôt d'ailleurs le discours de la méthode, où Descartes demande à ce que l'homme devienne maître et possesseur de la nature. Bien entendu par le moyen de la raison, et par le moyen de la science, et parce que le moyen des découvertes successives. Mais ce que constate Horkheimer dès cette époque, et l'idée en sera reprise dans la dialectique de la raison, c'est que à se rendre maître de la nature, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, puisque ça permet la survie de l'humanité, on en arrive à dominer l'homme. C'est-à-dire la domination sur la nature ne peut se faire véritablement qu'à la condition de mettre en place des éléments de nomination de l'individu par l'individu. Et je crois que là se situe précisément ce qu'on peut appeler le nœud de l'histoire. C'est-à-dire à partir du moment où la même rationalité, Aufklärung, qui permet, grâce à l'élaboration de modèles scientifiques et techniques, de se rendre maître de la nature, on arrive dans le même temps à faire que un nombre considérable d'hommes sont exploités par d'autres hommes, généralement une minorité, ça veut dire que cette raison ne peut pas se dire totalement éclairée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose, c'est précisément l'instrumentalisation de la raison. C'est-à-dire que la raison est exploitée non pas pour le bien des individus, mais on les considère comme des moyens pour parvenir à une fin qu'on n'arrive jamais d'ailleurs à définir elle-même, cette fin. C'est-à-dire elle est toujours reculée. Le bien sera toujours pour demain, le monde ira toujours mieux demain, et ceci sans cesse. Mais tout au long de ce processus, il y a en revanche une rationalité qui l'emporte, c'est la rationalité économique. C'est-à-dire tout converge finalement vers cette idée qu'il faut rentabiliser, d'ailleurs à la fois la nature dans l'exploitation qu'on lui fait subir, et l'individu qu'on exploite de manière à en tirer force de travail, bénéfice et profit. Et c'est ce processus sans fin dans lequel Adorno et Horkheimer ont voulu voir finalement les risques à plus ou moins long terme d'un totalitarisme, c'est-à-dire d'un ensemble de contraintes dont l'individu ne pourrait plus sortir, de toute façon ne pourrait plus sortir de façon intègre en tant qu'individu, puisque soumis à des forces collectives qu'il ne contrôle plus.
La raison est bien aussi destructrice que l'affirment dans leurs reproches ses ennemis romantiques. Elle ne se trouvera elle-même que lorsqu'elle aura renoncé à toute connivence avec ses ennemis et osera abolir le faux absolu qui est le principe de la domination aveugle. L'esprit d'une théorie aussi intransigeante serait apte à transformer même celui de l'impitoyable progrès. Bacon, son héros, a rêvé des 1000 choses que les rois, avec tous leurs trésors, ne peuvent acquérir, sur lesquelles leur autorité n'a aucun pouvoir, dont leurs émissaires et informateurs ne leur apportent aucune information. Conformément à ces désirs, ce sont les bourgeois, héritiers éclairés des rois qui les reçurent. En multipliant la violence par l'entremise du marché, l'économie bourgeoise a tellement multiplié ses objets et ses forces que les bourgeois, comme les rois, ne parviennent plus à les gérer. La gestion a besoin de tout le monde. Le pouvoir des choses apprendra à tous à se passer finalement du pouvoir. La raison s'accomplit et s'annule quand les objectifs pratiques les plus proches se révèlent être les plus éloignés enfin atteints, et lorsque les terres dont les émissaires et informateurs n'apportent aucune information, c'est-à-dire la nature méconnue par la science dominatrice, sont reconnues comme terres des origines. Aujourd'hui, au moment où l'utopie de Bacon, la domination de la nature dans la pratique, est réalisée à une échelle tellurique, l'essence de la contrainte qu'il attribuait à la nature non dominée apparaît clairement. C'était la domination elle-même. Et le savoir dans lequel Bacon voyait la supériorité de l'homme peut désormais entreprendre de la détruire. Mais en regard d'une telle possibilité, la raison au service du présent devient une imposture totale pour les masses. Adorno-Horkheimer, la dialectique de la raison. Irving Wohlfahrt. Le diagnostic que porte Adorno sur le monde occidental me semble être, dans la conjoncture actuelle, plus pertinente que jamais. J'en veux pour preuve les exemples, les événements les plus récents qu'on lit dans les journaux. Prenons 2 exemples. La crise des vaches folles, qui fait rage actuellement, et il y a quelques années, un scandale très analogue, l'histoire du sang contaminé. Alors, ce qu'on voit à l'œuvre dans ces 2 scandales, c'est, me semble-t-il, et je ne crois pas qu'il faut être marxiste ou adornien pour le dire, mais tout simplement avoir un peu de bon sens, c'est une logique économique qui s'est, pour ainsi dire, émancipée de l'humanité la plus élémentaire. On a écoulé les stocks de sang contaminé en connaissance de cause pour des raisons économiques, et il en va de même pour les vaches anglaises. Le gouvernement anglais ne voulait pas faire face à un problème à cause des conséquences économiques que cela entraînerait. Or, ce qu'il y a d'inquiétant là-dedans, c'est qu'il ne s'agit pas là d'accidents de parcours ou d'accidents de route sur l'autoroute du progrès. Ce ne sont pas, comme disait l'autre, des détails de l'histoire. Il y a de la méthode dans cette folie des vaches folles, et cette méthode, c'est la logique même de notre système économique. Alors, avec la faillite du communisme dont on parle tant aujourd'hui, et avec la perte de confiance dans le marxisme, cette logique est en train de s'imposer actuellement à une échelle mondiale. C'est la fameuse mondialisation dont parle tout le monde actuellement. Et de cette conjoncture actuelle, on pourrait, me semble-t-il, dire ceci. Jamais Marx n'aura eu autant raison qu'au moment où tous les pays soi-disant marxistes, les pays du socialisme réel, se sont définitivement écroulés. Les solutions marxistes ont, provisoirement du moins, fait faillite, mais la conséquence paradoxale de cette faillite, c'est que l'analyse marxiste du capital, le diagnostic que porte le manifeste communiste et d'autres écrits de Marx sur la bourgeoisie, a une actualité et même une fraîcheur inquiétante. Or, cette situation
capitalisme triomphant, révolution avortée, triomphe de Marx clinicien sur le Marx thérapeute, cette situation, Adorno-Horkheimer était parmi les premiers à y faire face. Ils étaient parmi les premiers marxistes négatifs, pour ainsi dire. L'espoir positif de Marx était effondré, les révolutions n'avaient pas abouti, restait la négativité de l'analyse marxiste, celle d'un diagnostic sans pronostic rassurant et sans thérapie évidente. Donc je dirais que ce sont des marxistes négatifs, ou, selon la formule de Habermas, formule que je trouve à la fois paradoxale et éclairante, des Weber-marxistes, des marxistes weberiens. Weber décrit l'histoire de l'Occident comme un lent et irréversible désenchantement du monde. Et ce désenchantement, cette démythologisation du monde, est, selon Weber, curieusement, notre destin quasi mythique. Donc, on voit, en termes adorniens, déjà un paradoxe. La démythologisation du monde est lui-même un destin mythique, quasi mythique. C'est déjà une construction très paradoxale. Et ce paradoxe que décrit Weber, Adorno l'appelle la dialectique de la raison. C'est-à-dire, leur thèse de base dans la dialectique de la raison, c'est que plus la raison s'éloigne du mythe, plus la raison croit détruire le mythe et croit s'émanciper du mythe, plus elle s'enfonce dans le mythe. Et Weber, lui, il peut encore penser qu'il faut assumer ce destin, assumer le désenchantement du monde. C'est pour Weber notre destin, il n'y a pas d'alternative. Nous vivons dans une cage de fer, stählernes Gehäuse, et ce n'est ni gai ni tragique. C'est comme ça pour Weber. Or, pour Adorno-Horkheimer, pourrait-on dire, en raccourcissant beaucoup les choses, on pourrait dire que cette cage de fer est devenue, entre autres choses, les fers barbelés des camps de concentration. L'organisation intégrale de la vie exige le regroupement de gens qui sont des morts. La volonté de vivre se voit renvoyée à la négation de la volonté de vivre. L'autoconservation annule toute vie dans la subjectivité. Comparé à cela, tous les efforts d'adaptation, tous les comportements conformistes que décrivent la psychologie sociale et l'anthropologie culturelle ne sont que de simples épiphénomènes. La composition organique de l'homme n'investit pas seulement les aptitudes techniques spécialisées, mais aussi, ce que la critique culturelle ne veut reconnaître à aucun prix, leur contraire, les moments de naturel qui certes ont eu leur origine dans la dialectique sociale et qui désormais retombent sous son joug. Même ce qui, dans l'homme, diffère de la technique, est réincorporé en quelque sorte comme lubrification de la technique. Pour finir, la différenciation psychologique telle qu'elle résulta à l'origine de la division du travail et de la subdivision de l'homme, suivant les secteurs du processus de production et de la liberté, se met elle aussi au service de la production. Le virtuose spécialisé, écrivait un dialecticien il y a 30 ans, celui qui vend ses capacités intellectuelles objectivées et réifiées prend une attitude contemplative à l'égard du fonctionnement de ses propres capacités objectives et réifiées. Cette structure se montre sous son aspect le plus grotesque dans le journalisme, où c'est justement la subjectivité même, le savoir, le tempérament, la faculté d'expression qui se transforment en un mécanisme abstrait, indépendant aussi bien de la personnalité de leur possesseur que de l'essence matérielle et concrète des objets traités et dotés d'un mouvement propre. Le manque d'opinion des journalistes, la prostitution de leurs expériences et de leurs idées ne peuvent être saisis qu'en tant qu'ils représentent le point culminant de la réification capitaliste. Ce qu'on peut encore observer ici des manifestations de dégénérescence de la bourgeoisie, que celle-ci dénonça encore elle-même, est apparu entre-temps comme la norme sociale
le caractère de l'existence authentique dans la société industrielle avancée. Il y a longtemps qu'il ne s'agit plus simplement de vendre ce qui est vivant. Sous l'a priori de la commercialisation, le vivant en tant que ce qui vit s'est transformé en chose, en bien d'équipement. Le moi, consciemment, prend tout l'homme à son service et en fait un appareil. Théodore Adorno, Minima Moralia. L'ombre du fascisme, c'est l'ombre et la Shoah, c'est ça le point de départ de tout ce livre. Il y a la célèbre phrase initiale qui dit que la raison a abouti à cette barbarie-là, et toute leur réflexion, c'est une tentative de méditer comment on en est arrivé là. Donc, ce que Weber avait encore appelé la rationalisation du monde a abouti, pour Adorno Horkheimer, à l'irrationalité la plus terrifiante. Donc, la Shoah, l'extermination la plus rationnelle possible de tout un peuple, est l'aboutissement de la raison occidentale. Et donc, pour ces philosophes juifs, il n'y a pas d'unicité de la Shoah. Je crois qu'implicitement, ils prennent déjà position dans ce débat, avant la lettre, et il n'y a pas d'unicité de la Shoah pour Adorno Horkheimer, parce qu'elle s'inscrit dans la logique même de la raison occidentale. La Shoah, ce n'est pas un accident sur l'autoroute, c'est l'autoroute elle-même qui a mené à cette Shoah. Quand on voit le volume énorme de la dialectique de la raison, qui fait je ne sais pas combien de centaines de pages, et surtout écrit pendant 4 ans, on s'étonne de voir en sous-titre le terme de fragment philosophique, comme si c'était presque un peu ironique par rapport à la vaste entreprise envisagée par Adorno et Horkheimer. On pourrait dire la même chose des Minima Moralia, qui sont finalement des réflexions fragmentaires, même si ça ne figure pas comme ça dans le titre, sur la vie mutilée. Il me semble quand même que l'expression fragment philosophique, d'abord ça renvoie à une tradition philosophique du fragment qui se situe probablement dans la ligne d'ailleurs de Nietzsche, où l'on ne fait pas de développement avec en partant d'hypothèses et de conclusions que l'on va amener de façon rigoureuse, mais je pense que ça renvoie aussi au type même de la composition de l'ouvrage, c'est-à-dire à des fragments. Un fragment sur Ulysse, un fragment sur Sade, un fragment sur l'industrie culturelle, un fragment sur l'antisémitisme, etc. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qu'on pourrait dire composite de différents moments de réflexion. C'est-à-dire, si on emploie le terme moment un peu dans le sens allemand, où il y a un peu un autre sens qu'en français, mais on peut jouer sur l'ambiguïté, à la fois comme épisode et à la fois comme élément qui compose un tout. Et je me suis demandé aussi dans quelle mesure ce choix du terme fragment n'était pas lié aussi à ce fragment en musique, c'est-à-dire comme cet éclat qui permet, comment dire, une soustraction aux contraintes d'un système. Oui. Je pense que pour Adorno, la prise de parti pris en faveur du fragment, d'une écriture fragmentaire, et du fragment comme mode d'expression philosophique est liée à la défense de l'individu, du particulier. Regardons d'ailleurs le titre même de l'ouvrage auquel vous faites implicitement référence, Minima Moralia. Non pas grand traité de morale, mais petite morale. Lorsqu'il rédige la théorie esthétique, il a un chapitre qu'il intitule Paralipomena. En grec, c'est les choses oubliées, celles qu'on peut ramasser le long du chemin, en quelque sorte, le long d'un parcours. Donc, et là, il y a tout à fait une correspondance entre cette idée que ce qu'il y a à défendre, on pourrait dire à l'heure actuelle,
puisque là, le XXe siècle peut être considéré comme une totalité close et en voie de se terminer, donc on peut en parler de cette façon-là. À notre époque, qui a vu apparaître des formes de totalisation idéologique, politique, économique, et ça n'est pas terminé. Également des formes de totalisation sur le plan du fonctionnement. Donc, je crois que tout le monde est à même de ressentir la pression dans la vie quotidienne. Ce qu'il faut défendre, c'est les chances de l'individu de s'affirmer comme tel, c'est-à-dire d'avoir encore ce potentialité de résistance contre les déterminations qui veulent l'intégrer dans une totalité. Encore une fois, on ne sort pas de ce vocabulaire, mais je pense qu'il faut le rappeler. C'était une idée déjà très faite aux premiers romantiques allemands, notamment aux frères Schlegel, notamment à Novalis, à Hölderlin, à une période qui a d'ailleurs intéressé bien entendu Adorno, mais à laquelle surtout son ami Walter Benjamin s'est consacré, peut-on dire, une bonne partie de sa vie. Lorsqu'un enfant voit des saltimbanques qui chantent, des musiciens qui soufflent dans leurs instruments, des jeunes filles qui portent de l'eau, des cochers qui conduisent leur voiture, il pense que tous font cela pour le plaisir qu'ils y trouvent. Il ne peut imaginer que ces gens mangent et boivent aussi, qu'ils vont au lit et se lèvent à nouveau. Mais nous autres, nous savons de quoi ils retournent. Il s'agit en effet du gain qui commande toutes ces activités comme de purs moyens et les réduit à un temps de travail abstrait et interchangeable. La qualité des choses cesse d'être leur essence et devient l'apparition accidentelle de leur valeur. La forme de l'équivalence pervertit toutes les perceptions. Lorsqu'une détermination personnelle ne motive plus le plaisir trouvé à faire une chose, celle-ci perd toute couleur à nos yeux. Nos organes ne saisissent pas un objet sensible isolé, mais perçoivent à la couleur, au ton, au mouvement, s'il est là pour lui-même ou pour autre chose. Ils se fatiguent de la fausse diversité et laissent tout sombrer dans le gris, déçus qu'ils sont par la prétention trompeuse des qualités à exister encore, alors qu'en vérité, elles sont orientées par les finalités de l'appropriation auxquelles elles doivent largement leur existence. Le désenchantement du monde sensible est la réaction de nos sens devant ce qui, objectivement, le détermine en tant que monde de marchandises. Seules les choses libérées de tout processus d'appropriation pourraient être colorées et utiles à la fois. La contrainte universelle ne permet pas de concilier les deux. Théodore Adorno, Minima Moralia, réflexion sur la vie mutilée. La dialectique de la raison joue de façon très virtuose sur tout le clavier de la philosophie occidentale, et ceci sans montrer ses cartes. Alors il y a un philosophe surtout qui est derrière la dialectique de la raison. Il y a un interlocuteur avec lequel Adorno n'a pas cessé sa vie durant de dialoguer, et c'est Walter Benjamin. Et d'ailleurs, ses thèses sur la philosophie de l'histoire avaient été publiées dans un fascicule de l'Institut de recherche sociale aux États-Unis, 3 ou 4 années avant la publication de la dialectique de la raison. Et je crois qu'on peut dire que la dialectique de la raison n'est pas autre chose qu'une élaboration philosophique de ces thèses. Et je ne connais pas de meilleure introduction au livre d'Adorno-Horkheimer que la 9e thèse de Benjamin, et j'aimerais vous le lire parce que ça nous permettra d'enchaîner sur les étonnants raccourcis de la pensée adornienne qui semble osciller ou faire des courts-circuits entre l'Antiquité la plus reculée et la modernité la plus actuelle. Donc je vais lire cette thèse. Il existe un tableau de clés qui s'intitule Angelus Novus.
il représente un ange qui semble avoir dessein de s'éloigner du lieu où il se tient immobile. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'ange de l'histoire. Il a le visage tourné vers le passé, où se présente à nous une chaîne d'événements. Il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui ne cesse d'amonceler ruine sur ruine et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts, qui s'est prise dans ses ailes si forte que l'ange ne les peut plus refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir, auquel il tourne le dos, cependant que, jusqu'au ciel, devant lui, s'accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Alors, voilà une image saisissante de l'histoire englobée sous le regard d'un ange qui n'est plus du tout un ange gardien, mais un ange en détresse. Et il me semble que, même si Adorno Horkheimer ne parle plus, du moins ouvertement, en termes théologiques, que cette image de l'histoire est bien celle qui traverse la dialectique de la raison, celle d'un immense raccourci de l'histoire, telle qu'elle est dictée sous le coup de la Shoah. Les thèses de la philosophie de l'histoire de Benjamin, a-t-on souvent dit, ont été écrits sous le choc du pacte germanico-soviétique. Et la dialectique de la raison, à son tour, est écrite sous le traumatisme de la Shoah. Et ça donne une vision très très analogique d'une histoire raccourcie qui n'a jamais été autre chose qu'une seule et même catastrophe, une seule et même fatalité. Or, il me semble que faire ce rapprochement entre cette 9e thèse de Benjamin et le livre d'Adorno Horkheimer montre bien aussi, ou soulève en même temps, toute la problématique de l'ouvrage d'Adorno Horkheimer. Parce que implicitement, il y a là un pas périlleux et peut-être même arrogant, implicitement, eux, ils prétendent voir l'histoire de la place de l'ange. Benjamin parle bien de nous, notre vision à nous, et puis la vision de l'ange. Or, eux, ils s'arrogent la position quasi divine ou quasi angélique de l'ange. Ici, aux États-Unis, il n'y a pas de différence entre l'homme et le destin économique. Tout homme n'est que ce que représente son patrimoine, ses revenus, sa situation, ses perspectives. Dans la conscience des hommes, le masque économique coïncide parfaitement avec le fond du caractère de l'individu qu'il dissimule. Chacun vaut ce qu'il gagne, chacun gagne ce qu'il vaut. Il apprendra ce qu'il est à travers les vicissitudes de son existence économique. Il ne se connaît pas autrement. Si la critique matérialiste de la société objecta un jour à l'idéalisme que la conscience ne déterminait pas l'être, mais que l'être déterminait la conscience, que la vérité concernant la société ne se trouvait pas dans les conceptions idéalistes qu'elle avait d'elle-même, mais dans son économie, les contemporains ont rejeté un tel idéalisme. Ils s'évaluent eux-mêmes d'après leurs valeurs marchandes et apprennent ce qu'ils sont à partir de ce qui leur arrive dans l'économie capitaliste. Ils reconnaissent que leur destin, aussi triste soit-il, ne leur est pas extérieur. Le Chinois, prenant congé, dit d'une voix chargée de tristesse, « Vois-tu, ami, la fortune ne m'a guère souri dans ce monde. Où irai-je désormais?
vers les montagnes, chercher la paix pour mon cœur solitaire. I'm a failure, dit l'Américain, and that is that. Je suis un raté, et voilà tout. Théodore Adorno, Max Horkheimer, Dialectique de la raison. Donc, ce livre serait une sorte de bouteille à la mer, jetée vers les rivages incertains d'un avenir en suspens, parce qu'ils ne trouvent pas d'interlocuteur au présent. Ils ont perdu toute confiance dans tout un interlocuteur présent, donc ils sont les seuls. C'est là la prétention et, comme je le soupçonne aussi, l'arrogance de cette vision. Ils sont les seuls à voir dans un monde d'aveugles. Et je dirais, voilà ce qui arrive lorsqu'on se prend pour l'ange de l'histoire. C'est, pour ainsi dire, la déformation professionnelle de ceux qui ont rompu tout contact et tout espoir avec le monde intellectuel. Ils se prennent pour les seuls à voir clair. À cela, il y a peut-être aussi un autre élément à apporter en tout cas, c'est que c'est l'époque où ils sont aux États-Unis et en tout cas pour Adorno, le séjour aux États-Unis n'est pas vraiment des plus simples. C'est-à-dire il a une relation à l'Amérique qui est quand même teintée d'une réserve énorme. Il n'a jamais vraiment pu se sentir bien en Amérique. Donc non seulement c'est l'époque qui les isole, puisqu'ils se trouvent en exil, mais en plus ils sont sur un continent qui ne leur envoie pas même les connotations, les signes, une certaine familiarité de la pensée dont ils auraient peut-être besoin. Tout à fait. Adorno, surtout Adorno, a visiblement vécu très douloureusement son séjour aux États-Unis. C'était non seulement une émigration pour lui, mais un dépaysement intellectuel total. Il n'était pas du tout en phase avec quoi que ce soit de la vie américaine, même si au milieu des années 50 ou 60, rétrospectivement, il parle en termes plus positifs des États-Unis. Il y a visiblement là un décalage qui existe, mais qu'il tente aussi de rationaliser philosophiquement dans ses écrits, comme si Adorno aux États-Unis, c'était un peu l'ange de l'histoire perdu dans le pragmatisme. Alors, dans la dialectique de la raison, Adorno et Horkheimer ont recours à l'imagerie de l'Odyssée pour, en quelque sorte, mettre en scène l'avènement de la raison et de montrer par ce langage extrêmement imagé comment cette raison se pointe dès le départ, enfin très tôt. Oui, effectivement, ils lisent dans l'histoire d'Ulysse quelque chose comme une généalogie du sujet occidental. Et on peut voir leur façon de procéder de façon très saisissante dans leur interprétation de l'épisode des sirènes qu'ils voient comme une allégorie de la dialectique des Lumières. Donc comme un épisode qui rassemble tous les motifs essentiels de la pensée. Alors de quoi s'agit-il dans cette allégorie? La dialectique de la raison pour Adorno Horkheimer, c'est une dialectique de la domination. L'homme, le sujet pour se constituer, doit à la fois dominer la nature extérieure et
sa propre nature. C'est-à-dire la domination de la nature va de pair avec le refoulement de sa propre nature. Autrement dit, la civilisation repose, pour Adorno Horkheimer, d'Ulysse jusqu'à nos jours, sur une terrible alternative, et là, me semble-t-il, ils rejoignent Freud, notamment le malaise dans la civilisation, écrit à peu près 10 ans avant leur livre. La civilisation repose sur une terrible alternative, c'est-à-dire pour survivre, il faut dominer la nature, il faut refouler ses propres pulsions, se maîtriser, autrement dit, sacrifier le bonheur. Donc, il y a une alternative terrible entre la survie et le bonheur, entre Éros et civilisation. Et la terrible promesse érotique des sirènes, c'est, selon Adorno, la levée de ce refoulement-là. Le prix de cet abandon à l'éros, à la nature, ce serait la mort. Celui qui qui se donne au chant des sirènes, va échouer, va faire naufrage. Et ce que leur chant a d'irrésistible dans la lecture d'Adorno, c'est qu'il promet à Ulysse de lui raconter son passé. Et pour Adorno, cela signifie, dans une interprétation très audacieuse et très spéculative, cela veut dire que les sirènes vont lui raconter tout ce qu'il aura refoulé, oublié, nié, tout ce qu'il se sera interdit pour devenir un sujet identique. Et la réponse d'Ulysse à cette terrible promesse de bonheur, c'est un redoublement de refoulement. Il se laisse attacher au mât, il fait en sorte que ses compagnons n'entendent rien, afin de ne pas pouvoir céder à la tentation. Autrement dit, il y a là, ici, une réécriture de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Le maître, Ulysse, doit se maîtriser. Il doit devenir, pour ainsi dire, l'esclave de sa propre maîtrise. Et il doit payer sa maîtrise, son identité, au prix fort. Et le prix fort, c'est le bonheur. Il doit s'interdire le bonheur. Et Adorno compare cet homme attaché au mât, qui entend les sirènes, mais qui ne peut pas répondre à leur appel. Il compare Ulysse à l'auditeur d'un concert, qui lui est également immobilisé dans sa chaise en écoutant un concert. Donc, la terrible promesse de bonheur des sirènes se voit ainsi neutralisée, réduite à un simple concert. Autrement dit, et c'est une thèse intéressante, l'art, la musique, n'est qu'un pâle écho anémique et maladif du chant des sirènes. Voici la formule de la ruse d'Ulysse. L'esprit instrumental, détaché, en se résignant et en se soumettant à la nature, lui donne ce qui lui appartient et de ce fait même, la berne. Ulysse ne tente pas de suivre une autre voie que celle qui passe devant l'île des sirènes. Il ne tente pas davantage de faire valoir la supériorité de son savoir et d'écouter librement les ensorceleuses en s'imaginant que sa liberté serait une protection suffisante. Il se fait tout petit, son navire suit sa course fatale, et il comprend que, tout en se distançant consciemment de la nature, il lui reste soumis s'il continue à prêter l'oreille à ses voix. Il respecte le contrat qui scelle sa dépendance et, ligoté au mât,
Il se débat encore pour tomber dans les bras destructeurs. Mais il a découvert une lacune dans le contrat. C'est elle qui lui permettra d'échapper à ces normes en leur obéissant. Le contrat primitif ne prévoit pas si le passant doit être ligoté ou non pour écouter le chant ensorceleur. En se laissant ligoter, Ulysse, qui est pourtant un homme éclairé de ce point de vue, reconnaît la supériorité archaïque du chant. Il tend l'oreille au chant du plaisir et lui fait échec comme il fait échec à la mort. L'auditeur ligoté est attiré par les sirènes comme n'importe qui. Il s'est simplement arrangé pour que, dans sa chute, il ne tombe pas entre leurs mains. Depuis la rencontre heureusement manquée d'Ulysse avec les sirènes, tous les chants ont une blessure, et la musique occidentale tout entière souffre de l'absurdité que représente le chant dans la civilisation. Ce chant qui proclame néanmoins le pouvoir de tout art musical qui est d'émouvoir. Théodore Adorno, Max Horkheimer, Dialectique de la raison. Et si aujourd'hui, comme au temps d'Ulysse, la civilisation repose encore sur une alternative mythique et meurtrière entre bonheur et survie, Eros et civilisation, la promesse de bonheur que représente l'art, ce pauvre écho civilisé du chant mythique des sirènes, est, pour ainsi dire, une troisième voie. Une réconciliation des contraires, de la raison et de la nature, de l'éros et de la civilisation. Autrement dit, la musique représente ici, dans cette allégorie, quelque chose comme la fragile promesse de l'utopie, et comme la promesse d'une réconciliation de ces contraires qui ont jusqu'ici déchiré l'humanité et qui ont empêché cette dialectique de la raison à aboutir à une véritable humanité. Et cette véritable humanité, pour Adorno, c'est la réconciliation. Le mot Versöhnung revient toujours à ce moment de son discours, une réconciliation avec la nature. Donc peut-être, dans un autre avenir, le rendez-vous avec les sirènes pourrait peut-être ne plus être manqué. La raison ici comme une sorte de pathologie qui crée en quelque chose plus de dégâts que de bénéfices, bien que elle aurait pu le faire autrement. Oui, on pense à une expression qu'Adorno d'ailleurs emploie, c'est s'agir en quelque sorte de faire apparaître une tache aveugle de la raison. Ou alors on peut aller plus loin dans cette métaphore et parler d'une face noire de la raison, un prix à payer pour. Marc Jiménez. Mais comme une sorte de nécessité, de fatalité. Je suis pas sûr en fait que ils aient été aussi optimistes. Enfin, à la même époque où paraît la dialectique de la raison, Horkheimer a écrit un ouvrage qui s'appelle Éclipse de la raison.
dans laquelle il montre d'ailleurs qu'elle forme comment une raison poussée, une raison exacerbée peut devenir paranoïaque. Il a cette phrase terrible, il parle de la raison paranoïaque, la raison poussée à l'extrême limite de ce qu'elle est capable d'engendrer comme contrainte, comme folie finalement. Là, c'est même plus du prix à payer, enfin c'est même plus la raison pervertie, c'est la perversion absolument intégrale de la raison pour elle-même. C'est-à-dire une raison qui ne cherche plus à satisfaire d'autres finalités, finalement, qu'elle-même, que sa propre répétition. Le terme éclipse, c'est pas un terme pessimiste. Une éclipse, c'est comme une éclipse de soleil, ça passe, ça finit, ça se termine un jour. Donc, je ne crois pas que le terme ait été pris au hasard. Je veux dire, c'est une réflexion moins pessimiste que celle qu'a pu faire Georges Lukács à une époque, à la même époque pratiquement, lorsqu'il écrit, lui, la destruction de la raison. Là, évidemment, il s'agit d'autre chose. Non, une éclipse laisse un fragment d'espoir dont il est très certain que Adorno va s'emparer, en fin de compte, pour voir si l'art, la création artistique ne représente pas une possibilité finalement de désinstrumentaliser la raison, c'est-à-dire de montrer, en montrant qu'il y a une rationalité esthétique. En art, la création, ce n'est pas simplement suivre son inspiration, pratiquer au hasard ou faire des œuvres selon le bon vouloir. Qu'il n'y a pas véritablement une religion de l'art, c'est pas une manière correcte de définir l'art. Il y a une logique de l'art dans l'histoire, notamment dans l'histoire de l'Occident. Chaque œuvre d'art obéit à un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'elles ont leur rationalité. Et donc, si on est capable de montrer qu'il y a une rationalité en art, et non pas que de la fantaisie pure et simple, c'est une manière de montrer qu'il y a d'autres figures de la raison que la raison instrumentale, ou que celle qui, effectivement, représente cette raison paranoïaque dont parle Horkheimer. Les divers arts tendent à leur unification sur une forme concrète. Ils tendent à s'approcher d'une idée de l'art tout court. La négativité de l'idée de l'art le concerne dans la substance. Ce qui interdit de le définir, c'est quelque chose qui relève de sa constitution même, et nullement l'impuissance où nous serions de le penser. Son principe le plus profond, le principe utopique, se révolterait contre ce qui, dans toute définition, soumet l'objet défini à la domination de la nature. Il ne consent pas à demeurer ce qu'il a été jadis. Par là, le rapport de l'art à ces divers genres s'en trouve considérablement dynamisé, et cela apparaît au plus haut point dans le plus récent de ces genres, le cinéma. Se demander si le cinéma est de l'art ou non est un signe d'impuissance, un fait que Walter Benjamin a été le premier à reconnaître dans son travail sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, c'est que le cinéma ne devient vraiment lui-même que lorsqu'il rejette un attribut qui appartenait à l'art antérieur au cinéma. Je veux parler de l'aura, c'est-à-dire de l'illusion d'une transcendance garantie par la cohérence de l'œuvre. Autrement dit, le cinéma ne devient lui-même que lorsqu'il renonce aux éléments symboliques et aux significations surajoutées dans une mesure que la peinture et la littérature réaliste avaient à peine soupçonnée. Il pensait très sincèrement qu'il y avait possibilité de mettre les œuvres d'art, qui relèvent de ce qu'on appelle la grande culture avec un C, à la portée de tous, sans nécessairement en passer par la standardisation des biens culturels, par ce qu'il a appelé le bradage, finalement, de la culture.
Et je crois qu'il était très sincèrement convaincu qu'il y aurait eu possibilité, puisque je crois qu'il ne se faisait plus d'illusions, ainsi d'ailleurs que Max Horkheimer, et ça apparaît dès la dialectique de la raison dans le chapitre qu'il consacre à la production industrielle des biens culturels. Je pense qu'ils avaient fait leur deuil de l'idée selon laquelle la culture pouvait aussi aisément se démocratiser. Finalement, on ne ferait que prolonger les clivages, mais sous d'autres formes. Ce qui a inquiété Adorno, c'est ce qu'il a appelé la régression de l'écoute, la régression de l'audition et le fétichisme qui se traduit en musique, notamment par l'apparition de musique, d'arrangements musicaux, et alors de musique avec lesquelles il est tout à fait injuste, comme le jazz et l'ensemble des musiques de variété, dans lesquelles il voyait une trop grande concession à l'industrie de la culture, une régression au niveau des biens culturels, une sorte de bradage de la musique ancienne, notamment lorsque on arrange une symphonie ou un morceau de musique d'un grand compositeur pour en faire une publicité qu'on va diffuser, avec laquelle on va matraquer littéralement l'auditeur. Et Adorno s'inquiétait, et s'est inquiété, il a publié de nombreux textes sur ce phénomène qui finalement tendent à montrer qu'on entre peut-être dans une époque où l'oreille de l'individu s'émousse, où il est incapable d'écouter des différenciations que l'oreille des individus qui possédaient une culture antérieure était capable de percevoir, et finalement, ce qu'il arrive à montrer, c'est du moins sa thèse avec laquelle on peut ne pas être d'accord, c'est que finalement l'écoute devient de plus en plus sélective et que sous le prétexte de démocratiser la culture en diffusant des morceaux de musique pris ici et là, à la fois dans le fond musical, répertoire traditionnel, ou des musiques que l'on va composer comme ça pour le plaisir, plaisir immédiat, ou musique de divertissement, finalement on renforce l'élitisme. C'est-à-dire il y aura toujours des auditeurs qui seront en mesure de s'intéresser aux musiques d'avant-garde. Et pour le reste du public, ou pour le reste de la masse, même si ce terme est un petit peu péjoratif, eh bien finalement ce sera du tout venant. C'est-à-dire on va mettre à leur disposition de quoi s'amuser, de quoi se divertir, mais rien qui puisse les ramener du côté de la culture. Donc c'est ce clivage qui finalement inquiétait Adorno. On peut dire qu'il l'a préoccupé pendant très longtemps, et on voit réapparaître ses préoccupations dans l'ensemble de son esthétique, bien sûr. Mesdames, Messieurs, la dislocation des limites entre les arts est une fausse disparition de l'art. L'art a un inévitable caractère de fiction qui devient un scandale en regard de la suprématie écrasante de la réalité économique et politique, laquelle jette la dérision sur la fiction esthétique, fût-ce même en tant qu'idée. En effet, la réalité économique et politique ne ménage aucun échappé par laquelle le regard puisse essayer d'atteindre la réalisation du contenu esthétique, son accomplissement effectif. Cette fiction, ce recours aux apparences qui caractérise l'art s'accorde de moins en moins avec le principe de la domination rationnelle du matériau, avec lequel l'art a eu partie liée à travers toute son histoire. La situation qui est la nôtre n'admet plus l'existence de l'art, et c'est à cela que tendait le propos affirmant l'impossibilité d'écrire des poèmes après Auschwitz, et pourtant notre situation a besoin d'art, car la réalité dénuée d'images est le contraire absolu de la situation collective où les images seraient abolies et où l'art disparaîtrait parce que ce serait accompli l'utopie dont le chiffre secret s'inscrit dans toute œuvre d'art.
par soi-même, l'art n'est pas capable d'une telle disparition. C'est pourquoi les arts se consument au contact les uns des autres. Après la Deuxième Guerre mondiale, Adorno et Horkheimer ont l'occasion de retourner en Allemagne. On leur offre, je crois, une chaire comme professeur d'université, et ils reprennent en quelque sorte là où ils avaient arrêté avant l'avènement du nazisme. Et alors, après, leur influence a été considérable. Effectivement, leur influence a été très considérable après la guerre. Avant la guerre, ce n'était qu'un institut de recherche qui n'a pas eu un très grand rayonnement sur les étudiants. Or, lors de leur retour, ils forment plusieurs générations d'étudiants et marquent la vie philosophique et culturelle d'après-guerre. Et pendant les années 60, ils forment toute cette génération qui va faire la révolution culturelle et faire 68 en Allemagne. J'étais à Francfort en tant qu'étudiant à l'époque et j'ai pu assister à la tournure très paradoxale qu'ont pris les événements. Il y avait d'une part une génération d'étudiants qui avaient été pénétrés par la pensée d'Adorno-Horkheimer, qui avaient été formés par ces maîtres-là, et qui maintenant exigeaient de ces penseurs d'être leur porte-parole lors de prises de position à propos du Vietnam et d'autres événements. Or, Adorno se refusait. Il ne voulait absolument pas signer des pétitions, il ne voulait pas prendre des positions publiques, peut-être parce qu'il était brûlé, il avait été brûlé par les événements antérieurs, la guerre. On m'a même dit qu'il craignait une deuxième émigration, je ne sais pas si c'est vrai ou non. De toute façon, quelles qu'aient été les raisons, Adorno se refusait, ce qui a provoqué la colère des étudiants. Et c'était quelque chose de très douloureux de voir que les étudiants qui s'appelaient mouvement anti-autoritaire n'avaient pas mieux à faire que épingler Adorno. J'ai vu ça sur des bannières dans les manifestations comme ennemi numéro 1, comme s'il n'y avait pas vraiment d'autres ennemis qu'Adorno. Et en 69, un groupe d'étudiants a même occupé les locaux de cet institut pour recherche sociale. Alors vous voyez un peu la séquence historique. Au début des années 30, Horkheimer fonde un institut de recherche sociale. Quelques années plus tard, cet institut est fermé par les nazis et les membres de cet institut doivent partir à l'étranger dans l'émigration. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces pères fondateurs reviennent et deviennent vraiment des pères fondateurs d'une nouvelle génération. Et puis, une partie de cette génération se retourne contre leur père dans un conflit qui était assez oedipien et pas très beau à voir, et occupe les locaux de cet institut, ce qui oblige Adorno à son tour de faire appel à la police, ce qui entraîne l'arrestation du leader des étudiants, qui fait venir Adorno à son procès. Et il y a eu tout un enchaînement assez douloureux, assez malheureux à cette époque-là. Pour conclure, la seule philosophie dont on puisse encore assumer la responsabilité face à la désespérance serait la tentative de considérer toutes les choses telles qu'elles se présenteraient
du point de vue de la rédemption. La connaissance n'a d'autre lumière que celle de la rédemption portant sur le monde. Tout le reste s'épuise dans la reconstruction et reste simple technique. Il faudrait établir des perspectives dans lesquelles le monde soit déplacé, étranger, révélant ses fissures et ses crevasses, tel que, indigent et déformé, il apparaîtra un jour dans la lumière messianique. Obtenir de telles perspectives sans arbitraire ni violence, uniquement à partir du contact avec les objets, telle est la seule tâche de la pensée. C'est la plus simple, parce que la situation appelle impérativement une telle connaissance, voire parce que la négativité parfaite, une fois regardée en face, se concentre en écriture spéculaire de son contraire. Mais c'est aussi la chose totalement impossible, parce qu'elle présuppose un point de vue éloigné, ne serait-ce que d'un rien, du cercle magique de l'existence, alors que toute connaissance possible ne doit pas seulement être extorquée à ce qui est pour devenir convaincante, mais est frappée de la même distorsion, de la même indigence qu'elle se propose de fuir. Plus la pensée, au nom de l'inconditionné, se ferme avec passion à ce qui risque de la conditionner, plus elle se livre, inconsciemment, mais d'autant plus fatalement, au monde. Même sa propre impossibilité, elle doit la comprendre par amour du possible. Comparée à l'exigence à laquelle elle doit faire face, la question concernant la réalité ou l'irréalité de la rédemption devient presque indifférente. Théodore Adorno, Minima Moralia. Une vie, une œuvre, Théodore Adorno, par Claudia Krebs, avec Marc Jiménez et Irving Wolfart. Texte lu par Jean-Baptiste Malartre, archive INA Yves Builly, groupe de réalisation Agnès Maton, Philippe Destrebec, Claude Giovannetti.